d'artistes dissimulent des secrets dans leurs œuvres. Parfois, ces secrets peuvent changer radicalement la façon dont l'œuvre était analysée jusque-là. On ne parlera pas de la Joconde dans cet épisode, j'en ai déjà fait une vidéo si cela vous intéresse. Aujourd'hui, on s'intéresse à 5 peintures que vous avez déjà vues et revues des dizaines de fois, des centaines de fois dans votre vie, sans vous arrêter sur un détail, le détail qui pourrait changer toute la signification du tableau. Dieu qui tend sa main vers Adam pour lui insuffler la vie. Célèbre fresque de Michel-Ange sur la voûte de la chapelle Sixtine. Elle représenterait la création du premier être humain par le Seigneur, Adam, le 6e jour de la création. Mais certaines personnes pensent que ce n'est pas ce que raconte la peinture. La magnifique cape rouge de Dieu ne serait en fait pas un vêtement, mais un organe que vous connaissez bien. Sa couleur, sa forme, nous suggérerait qu'il s'agit ici d'un cerveau. Dans les années 90, le docteur Franklin Meshberger est le premier à écrire cette hypothèse dans la revue Journal of the American Medical Association. Pour lui, le tableau représente Dieu qui offre l'intelligence à Adam. Mais la découverte de ce cerveau a poussé de nouvelles analyses de l'œuvre qui vont encore plus loin, comme celle de Robert Ford dans Westworld. The divine gift does not come from a higher power, but from our own minds. Cette fresque nous montrerait en fait que Dieu vient de notre esprit. Il ne nous a pas donné l'intelligence, c'est notre intelligence qui a créé Dieu. Nous savons que Michel-Ange a étudié l'anatomie du corps humain à l'aide de cadavres et cette ressemblance avec notre cerveau pourrait ne pas être une coïncidence, le drap vert pouvant même représenter notre artère vertébrale. Pendant l'époque d'Edo, le peintre Hokusai peint la célèbre grande vague de Kanagawa. Beaucoup ont comparé la vague à un dragon que le peintre a souvent représenté dans d'autres œuvres, ou à la pieuvre que l'on retrouve dans ses mangas ou ses œuvres érotiques, qui menace les pêcheurs de ses griffes crochues ou de ses mandibules. La peinture nous renverrait à un sentiment de peur vertigineuse, de danger immédiat, la créature aquatique étant l'ombre de la mort qui plane au-dessus des pêcheurs livrés à eux-mêmes. Mais dans la peinture traditionnelle japonaise, la taille des objets et des personnages dépend de leur importance et non de leur position par rapport à une perspective. Ici, on distingue 2 plans qui s'opposent. Le premier plan, avec la brutalité et l'horreur de la grande vague, s'oppose radicalement au calme du fond vide et serein. Les couleurs utilisées, bleu et beige, sont également complémentaires. On peut y voir le yin et le yang. La peinture serait alors à admirer d'un regard spirituel venant du taoïsme, du bouddhisme ou du shintoïsme. La vague ne serait pas une créature violente. L'œuvre nous montrerait simplement que l'univers est composé d'un tout, et que ce tout est en perpétuel mouvement. Il ne faut pas s'accrocher, il faut lâcher prise. Comme le dit Bouddha, l'enseignement est semblable à un radeau qui est fait pour traverser, mais auquel il ne faut pas s'attacher. Les inventions de l'être humain sont éphémères au regard de la nature, à l'image des barques emportées par la vague gigantesque. Représentant l'humain moderne emporté par une crise d'angoisse existentielle, Le Cri est considéré comme l'œuvre la plus importante de Munch. Et il n'y a pas à dire, j'ai beau connaître ce tableau par cœur, il me fait toujours froid dans le dos. Si le personnage est probablement, comme le pense l'historien Robert Rosenblum, inspiré d'une momie que Munch a découvert lors d'une exposition à Paris, ce ciel étrange vient accentuer la folie du personnage dans un mouvement de couleurs qui est au cœur d'un mystère.
En effet, il se pourrait que ce ciel ait réellement existé. L'artiste a écrit dans son journal « Je me promenais sur un sentier avec 2 amis, le soleil se couchait. Tout d'un coup le ciel devint rouge sang, je m'arrêtais fatigué et m'appuyais sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville. Mes amis continuèrent et j'y restais, tremblant d'anxiété. Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. » Si, pendant longtemps, on a pensé que ce ciel rouge sang devait probablement venir de l'éruption du volcan Krakatoa en 1883, une nouvelle théorie a vu le jour. Selon les scientifiques du département de physique atmosphérique, océanique et planétaire de l'université d'Oxford, Munch aurait assisté à un phénomène météorologique rare portant le nom de nuages nacrés. Le phénomène provoque la formation de nuages étranges, prenant l'aspect de blocs aux couleurs spectrales, quand la température est en dessous de -78 degrés. Les scientifiques ont réussi à trouver des témoignages datant de l'époque pour prouver que le phénomène est bien survenu à Oslo. Si cette théorie est vraie, alors nous devons considérer le cri comme la première œuvre de l'histoire à avoir représenté les nuages nacrés. Pour Van Gogh, passionné par l'astronomie, la nuit est beaucoup plus vivante et richement colorée que le jour. Et quand on voit son tableau, La Nuit étoilée, on pourrait lui donner raison. Cette peinture est la représentation de ce que le peintre voyait de sa fenêtre à l'asile psychiatrique. Elle représente ses troubles psychologiques. La réalité, de son point de vue, est bouleversée, mouvementée, déstabilisée, comme le montre la spirale au centre du paysage. Une spirale qui dévoile l'instabilité de l'esprit de Van Gogh. À moins que, pas du tout. Pour l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, le ciel représenté par Van Gogh serait fidèle au ciel qui se trouvait au-dessus de sa tête à ce moment-là. Un peu comme Munch qui aurait peint le réel ciel qu'il a vu dans Le Cri. Le 25 juin 1889, l'artiste envoie une lettre à son frère pour lui dire que sa nouvelle œuvre est terminée. On peut donc penser que Van Gogh a réalisé l'esquisse de son tableau quelques jours ou semaines auparavant. Grâce à des logiciels permettant de calculer la trajectoire des astres, les scientifiques sont capables de reconstituer le ciel tel qu'il apparaissait à nos ancêtres. Et c'est là que Jean-Pierre Luminet intervient. Donc je me suis amusé à faire cette reconstitution et j'ai trouvé quelque chose de très troublant, c'est-à-dire une date extraordinairement précise et un moment extrêmement précis où la configuration du ciel porte les astres, c'est-à-dire le croissant de lune, Vénus apparaissant au-dessus de l'horizon, un couple d'étoiles de part et d'autre du grand cyprès, exactement à la position peinte par Van Gogh. Cette date, c'est le 25 mai 1889 à 4h40 du matin. Le ciel peint par Van Gogh serait donc fidèle à la réalité. Mais donc, qu'en est-il de cette spirale étrange ? Eh bien, si les calculs de Jean-Pierre Luminet sont exacts, il y avait bien à cette date précise une galaxie à cet endroit. Cette nébuleuse, comme on les appelait à l'époque, venait tout juste d'être photographiée et pouvait être vue dans des revues d'astronomie, que Van Gogh avait probablement dû voir peu de temps avant de réaliser son tableau. Ce tourbillon en spirale au centre de l'œuvre, c'est la cause de qui beaucoup pensent que ce paysage n'est que le fruit de son esprit perturbé, serait en fait ce qu'il y a finalement de plus fidèle à la réalité. Dans le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria del Grassi se trouve l'un des tableaux les plus connus au monde, la scène de Léonard de Vinci. La peinture nous présente le dernier repas du Christ avec ses 12 apôtres, la veille de la crucifixion.
Le peintre s'est souvent approprié sa propre vision de l'histoire chrétienne dans ses œuvres, quitte à rendre les figures sacrées plus humaines, retirant leurs auréoles et en les mettant dans des décors bien réels. Des innovations qui s'inscrivent dans le mouvement de la pré-Renaissance italienne. Si vous avez vu mon épisode sur la Joconde, vous savez que De Vinci est très méticuleux, allant même jusqu'à mettre des choses cachées dans les formes qu'il peint que personne ne pourrait jamais voir. Et selon une théorie, Jésus ne serait pas ici avec ses 12 apôtres, mais seulement avec 11 d'entre eux. Le chiffre 11 est intéressant car c'est aussi le nombre de rectangles qui figurent autour de nos personnages, comme pour nous montrer que l'un des hommes sur la photo n'est pas un apôtre, et peut-être pas un homme non plus. Cette personne serait Marie-Madeleine, ce qui expliquerait la complémentarité des couleurs qu'elle porte avec celle de Jésus, mais aussi son apparence efféminée. De Vinci aurait eu connaissance de la pensée gnostique, qui faisait d'elle une femme importante dans la vie de Jésus si ce n'est son amante. L'apôtre manquant serait Judas que l'on représentait de dos, caché ou à l'écart à l'époque.